Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Ce soir, nous allons vous proposer cette émission à partir de la grande salle de l'hôtel Memling où l'entreprise Kibali Gold Mines a présenté son 28e point de presse où le directeur exécutif de Rand Gold, M. Marc Bristow, a présenté la situation des activités sur le terrain. Et c'est qu'il faut dire que l'entreprise Kibali a gardé son programme de produire 600 000 onces d'or au cours de cette année 2016. Et c'est confirmé, quelles que soient les perturbations, mais Kibali est resté dans ce programme. Un des objectifs de Randgold est que Kibali veut devenir une société congolaise. C'est une société qui s'est installée ici en RDC et nous voulons que 100% de l'équipe des cadres de direction puissent être de Congolais et ceux qui sont également dans la sous-traitance puissent être de sociétés congolaises. Nous sommes ainsi en train d'investir dans la jeunesse, mais également dans les hommes adultes pour faire en sorte que nous puissions avoir une bonne structure de gestion. Nous ne le faisons pas parce que vous êtes Congolais, mais nous le faisons aux Congolais qui sont intelligents, mais également capables de faire le travail. Nous avions recruté les nouvelles personnes, c'est-à-dire un nouveau leadership, et nous travaillons également sur le processus parce que Kibali ne va finaliser avec son projet que la fin de l'année prochaine. Et nous continuons avec notre mine souterraine. Et une fois que nous finissons, nous allons finir avec la mine souterraine. 80% de notre production l'or va être issue de cette mine souterraine. Avec ce que nous avions pu réaliser au 3e trimestre, nous continuons avec notre objectif de produire 600 000 onces d'or pour 2016. Et cela signifie que le 3e et le 4e trimestre va générer plus de bénéfices et plus de revenus et ça va nous permettre de continuer à rester dans les plans que nous avions fixés pour permettre que notre mine puisse continuer à faire des investissements pour l'avenir. Et cela est faisable. Que tous les contrats de construction de ce 3e barrage à Zambie, ce sont des contrats attribués aux Congolais. Et certains, ce sont les contrats des gens qui ont commencé environ 6 ans. Nous les avions enseignés et maintenant ils évoluent. Pour le moment, tous ces contrats pour le 3e barrage sont attribués aux Congolais et je dois vous dire que c'est un grand projet et je suis très fier que nous n'utilisons plus les ingénieurs internationaux, mais nous avions pu faire en sorte que les entrepreneurs de sociétés congolaises puissent avoir des capacités nécessaires pour assurer la construction de ces grands projets que nous appelons le barrage à Zambie. Et aussi le deuxième sujet dans cette émission, nous allons vous parler de la grande entreprise Gécamine. Le directeur général de la Gécamine, M. Kalej Kant, qui avait eu des problèmes, il a été indexé dans l'affaire d'acquisition des matériels, on a dit qu'il y a eu surfacturation, le DG a été révoqué, il a été mis à la disposition de la justice, mais cette affaire qui a fait couler de l'encre et de la salive, cette affaire qui a défrayé la chronique, s'est soldée par un acquittement total. Le DG Kalej Kant a été acquitté, il est blanchi, il n'est plus concerné par la justice et il peut poursuivre ses activités normalement à travers d'autres entreprises, comme c'est un économiste connu, il a de l'expérience, il a dirigé la grande entreprise comme la Gécamine, il sait de quoi il s'agit dans ce domaine et son expertise peut servir à d'autres projets et il peut continuer à contribuer au développement de la RDC dans tel ou tel autre domaine et que tous ceux qui ont pu apprécier son expertise, qui ne puissent pas hésiter, le DG Kalej est disposé. La justice vient de conclure que M. Kalej, qui a été démis de ses fonctions, dans cette affaire n'est pas impliqué du tout et qu'il n'a posé aucun acte qui puisse mettre en cause ni sa moralité ni sa gestion. Il a fait l'objet de plusieurs invitations de la justice de notre pays dans ce dossier qui concerne
les équipements que la GECAMIN devait acquérir pour sa station de Kolwezi, acquisition qui aurait été, on va dire, litigieuse. Et donc le parquet général de la Gombe a mené les investigations nécessaires qui ont conclu au fait que M. Kalej n'est pas du tout impliqué dans cette opération, que donc monsieur l'ancien directeur général n'a aucun reproche, n'a pas été mis en cause. Et le parquet général a conclu tout simplement qu'il n'y a aucune prévention mise à sa charge dans ce dossier-là. Et je tenais absolument à le dire de la manière la plus officielle. Et le parquet général l'a conclu et l'a écrit. Et donc je voudrais que l'opinion publique sache que l'ancien directeur général de la GECAMIN, il est aujourd'hui à la disposition de la République pour mettre son expertise à la contribution de la République. Cette affaire qui a défrayé la chronique s'est soldée par un acquittement total. Le DG Kalej Kand a été acquitté, il est blanchi, il n'est plus concerné par la justice et il peut poursuivre ses activités normalement à travers d'autres entreprises. Comme c'est un économiste connu, il a de l'expérience et son expertise peut servir à d'autres projets et il peut continuer à contribuer au développement de la RDC. Comme d'habitude, le point de presse de Kibali a un moment chaud. C'est le moment des questions-réponses. Après la présentation du docteur Marc Bristow, il y a eu un moment d'échange et les journalistes qui étaient présents dans la salle ont posé des questions et les réponses leur ont été données. On peut suivre cette étape avec plaisir. Nous aimerions savoir combien chaque centrale hydroélectrique va produire en termes de mégawatts. Et puis, que fera votre entreprise du surplus de production? Parce que l'énergie électrique n'est pas comparable à l'eau potable qu'on peut garder dans les citernes pour une utilisation future. La deuxième question, au moment où nous parlons, la région est envahie par les milices suicides soudanais et des réfugiés qui occasionnent de l'insécurité. Et comme on dit, l'argent des investisseurs n'aime pas les bruits. Est-ce que cette situation ne vous inquiète-t-elle pas? En ce qui concerne nos barrages hydroélectriques, les 3 barrages vont produire environ 42 mégawatts d'électricité pendant la saison de pluie. Et pendant la saison sèche, ils vont produire entre 15 et 22 mégawatts. Kibali, spécialement la ville de Doko, c'est une ville assez unique dans la région de Sud-Sahara. Nous avons l'électricité, nous avons de l'eau. Nous sommes en train d'encourager l'équipe de Sokimo à Doko de pouvoir mettre en place en fait un mécanisme permettant de faire payer cette électricité. Je pense avec une bonne administration maintenant à Ouacha et à Doko, le gouvernement provincial va également nous aider dans cela et j'espère que nous répondons ainsi à votre question. Et notre travail, c'est d'employer les gens, leur donner la stabilité. Il y a 2 semaines, le lundi antérieur, nous avons suivi sur Radio Okapi dans la tranche invité du jour un auteur qui a publié un ouvrage, Ituri, de la guerre identitaire au pillage des ressources. Dans cette interview, il a été établi que Kibali a dépouillé Sokimo en prenant ses géologues, en lui offrant tout simplement un groupe électrogène alors que Sokimo n'a pas le moyen de s'acheter du carburant et que Kibali aurait déplacé l'église catholique parce qu'en dessous il y avait de l'or. Est-ce que ça peut être l'occasion pour nous éclaircir par rapport
à tout ce qui a été dit. Mais c'est quelqu'un qui a perdu son parcours. Il a écrit de l'Ituri et il a oublié il parlait de l'Owele. Le problème de Sokimo revient sur le vol du personnel et tout cela. Je dois rappeler que lorsque nous avions acheté Moto avec Kibali, et là ils avaient exploité une petite mine. Moi-même et certains géologues, nous sommes allés visiter cette mine en 2006 et nous avions dit que ces géologues n'ont pas encore compris Kibali, qui en fait s'appelait à l'époque Moto. Nous avions acheté Moto par rapport à d'autres concurrents, c'est-à-dire nous avions gagné le concurrent et nous avions payé les prix aux enchères. Et nous avions en fait fait un deal pour acheter les 20% de Sokimo et laisser Sokimo seulement avec un financement de 10%. Donc nous avions en fait financé même les 10% de Sokimo parce que Sokimo ne devait même pas mettre de l'argent là-dessus. Nous connaissions le prix par action parce que nous avions en fait acheté les 70% sur le marché international et nous avions ajouté des paiements additionnels. And so altogether, since nous avions même donné la valeur en argent pour les machines de transformation qui appartenaient à Sokimo, nous avions acheté les 20% pour 130 millions de dollars, y compris un montant additionnel pour les employés. Nous avions demandé à Sokimo de en fait payer ses dettes et résoudre tous les problèmes en rapport avec les personnels qui ont perdu leur emploi. Nous avions également acheté toutes les vieilles maisons, mais également les fondations de l'usine de traitement pour plus de 3 millions de dollars, 1,3 million. Nous avions également payé de l'argent pour l'appui technique, 7,3. Nous avions payé un autre montant de 4,7 millions. Pour autre chose, nous avions également construit l'usine que vous voyez aujourd'hui à Moku. Et ensemble, Sokimo a reçu de Kibali, également de deux autres investisseurs, Anglo-Gold Ashanti et Randgold Resources, un total de 154 millions de dollars. Et nous avions en fait acheté les maisons Sokimo et nous avions en fait enlevé tous les gens qui habitaient dans les zones minières de Kibali. Nous les avions construit leur propre maison avec les titres de propriété et une maison 50% plus grande que des maisons traditionnelles, et ils ont maintenant de l'électricité, ils ont de l'eau, accès à l'eau potable. Il était aussi présent, c'est le gouverneur du Haut-Ouélé, M. Lola Kisanga. Monsieur le modérateur, je ne reviendrai pas sur tous les éléments qui ont été développés sur l'investissement en Kibali. Je vais toucher 2 ou 3 aspects sur certaines préoccupations qui venaient d'être soulevées par les journalistes, notamment en ce qui concerne la question de secteur de santé pour l'hôpital général de Ouadja à construire, ensemble avec Kibali ainsi que le ministère national de la Santé. Nous avons levé l'option de requalifier le statut de ce projet qui devra passer d'un hôpital général de référence à un hôpital régional et un centre de recherche régional, qui serait en fait une sorte de CHU, un centre hospitalo-universitaire, qui va travailler pour le compte non seulement de Ouadja, mais de toute la partie nord-est de la province, et pourquoi pas desservir certains pays voisins, comme le Soudan du Sud. Nous travaillons donc sur ce projet. On
on a dû modifier la structure architecturale du projet et on est dans le montage financier ensemble avec des partenaires outre que Kibali, mais également le gouvernement provincial y mettra suffisamment de paquets. Deuxième chose, c'est sur la préoccupation concernant l'administration de l'enseignement. Oui, il est vrai, avec le nombre des écoles qui montent en puissance dans la région de Ouadja, il a été tout à fait justifié d'engager avec le ministère national de l'EPSB la possibilité de créer au niveau de la province du Haut-Ouélé une seconde province éducationnelle, que nous puissions ainsi considérer le territoire de Ouadja comme une province éducationnelle outre la province éducationnelle 3. Parce qu'il y a effectivement suffisamment de défis à relever à ce niveau. Nous avons inscrit dans le programme du gouvernement provincial, il est possible que nous puissions y arriver dans un délai plus court. En revanche, une troisième information, c'est sur le projet agricole. Monsieur Marc a totalement raison qu'un projet de développement durable qui soit crédible, ce n'est pas le projet minier, c'est l'agriculture. Et nous travaillons sur ce projet concernant le programme agricole de l'agribusiness. Nous avons même essayé de diversifier les concepts. Aujourd'hui, au-delà de l'agribusiness, nous avons institué le programme de l'agri-mines avec les coopératives minières qui sont agréées dans la région, faire de cette exploitation même artisanale, le coupler avec une exploitation agricole. Apprendre à ces jeunes qui se livrent à l'exploitation minière qu'à côté de mines, il faut faire l'agriculture. Et nous avons créé un deuxième concept, c'est celui de Agri-Road. Nous nous sommes engagés sur 3 axes routiers en pleine réhabilitation et nous faisons des abords de routes réhabilités de véritables plantations, où nous engageons les paysans riverains de routes à faire de l'agriculture aux côtés des routes. Là, ils n'ont plus besoin des routes des dessertes agricoles pour évacuer. Ils les évacuent directement sur les routes principales en réhabilitation. Et nous attendons ainsi donner un nouveau visage de ce que nous devons transformer dans notre environnement. C'est sur ce créneau que nous encourageons Kibali. Au niveau de la province, bientôt nous mettrons à la disposition de Kibali l'ensemble des contrats amphithéotiques pour développer les programmes palmerains. Et puisqu'il en a parlé à ce qui concerne le maïs, ce que nous saluons, en effet, nous avons reçu l'offre du Soudan du Sud pour l'exportation annuelle de 600 000 tonnes de maïs, au départ du Haut-Ouélé seulement. Si vous prenez aujourd'hui la tonne de maïs graine, qui est de $340 la tonne, imaginez quelle masse de richesse à rapatrier dans le Haut-Ouélé si nous nous mettons tous dans cette culture de maïs. C'est donc un appel que je lance à cette occasion à toutes les notabilités, les hommes d'affaires, les élus, l'ensemble de la population congolaise, de pouvoir entreprendre dans l'agriculture de maïs au niveau du Haut-Ouélé, et nous avons un marché florissant et nous aurons à créer des foyers de richesse pour développer de nouveaux emplois pour les jeunes et pour la population, ainsi contribuer dans la relance de l'économie de la province du Haut-Ouélé. Merci. Préoccupation zéro, c'est de féliciter Kibali Gold pour tout ce qu'il est en train de faire dans la région de Ouadja et dans les environs, dans le cadre social, économique, et tout ce qui se passe là-bas, c'est merveilleux. J'ai suivi l'exposé de M. Marc Bristow par rapport à la construction de barrages de Zambie, où on dit qu'à 100%, on va remettre le marché.
aux locaux. Mais je pense que le DG Cyril connaît ce qui se passe là-bas par rapport à ce qu'il y a eu comme attribution. M16 ne se trouve pas dedans. Les vrais locaux ne sont pas contre les autres, mais il y a de vrais locaux. M16, il y a ces sociétés locales qui ne se retrouvent pas. Moi, je pense qu'il y a lieu de régler ça après le transport des minéraux jusque-là qui fait des problèmes. Deuxième préoccupation, je n'ai pas voulu faire de polémique avec mon gouverneur par rapport à la constitution de l'hôpital. Nous savons que Kibali Gold paie des taxes à l'État congolais et il y a de l'argent que Kibali disponibilise. Cette année 2016, si ma mémoire est bonne, il semblerait que Kibali avait disponibilisé $1 million pour des petits entretiens et essayer de voir le cadre social. Et ce fonds-là est géré par les délégués communautaires. Et pour l'hôpital, j'ai assisté à 2 réunions pendant les vacances parlementaires. Je viens de rentrer de là il y a une semaine seulement. Que Kibali avait disponibilisé $500,000 pour la construction de cet hôpital. Kibali paie des taxes à l'État, mais cet argent que le délégué communautaire gère va directement dans la communauté. Nous ne sommes pas contre le gouvernement parce que nous avons des millions de dollars qui devraient être rétrocédés. Je crois que ceux qui calculent, ils sont là, ils le savent. Et maintenant, peut-être le mécanisme, comment ça va se passer? Est-ce que cet argent qu'on a versé pour être géré par les délégués communautaires devient taxe pour que le gouvernement gère à tous les niveaux, que ça soit au niveau de localité? C'est ça ma question et c'est la préoccupation aussi des habitants de Ouacha parce que le gouvernement jusque-là prend toutes les recettes avec lesquelles même le gouverneur devrait faire la route et il devrait faire organiser tout ce qu'il y a là-bas. Je pense que c'est ça le problème. Mais je ne suis pas très équipé je n'ai pas tous les outils nécessaires pour répondre à ce discours politique. Je veux tout simplement recadrer certaines choses. Nous payons les taxes, et les taxes, c'est aux politiciens et au gouvernement de bien gérer et également les réinvestir au niveau du pays d'une manière générale. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement de Haute-Volée pour s'assurer qu'ils puissent avoir les rétrocessions parce que la loi est claire qu'une partie d'argent doit venir en province et les provinces doivent savoir gérer. C'est complètement différent de notre programme de responsabilité sociale d'entreprise. Lorsque nous nous accordons avec la communauté sur un budget et que la communauté, avec la communauté, nous tombons d'accord sur la liste de priorités, il y a environ 65 différents représentants de la communauté et avec un président qui dirige ces réunions et nous faisons partie de ces réunions, de ces conseils. Si nous nous accordons, l'unique chose que nous contrôlons est que nous nous accordons sur les priorités et nous nous assurons qu'il y a un contrôle et l'argent a été dépensé dans le cadre des projets et nous travaillons avec les responsables au niveau de la communauté pour allouer le budget. C'est ce que nous faisons chaque année et nous l'avions même fait avant que nous puissions produire de l'argent. Et en plus, cette année, personnellement, j'ai autorisé un montant supplémentaire pour le développement de l'économie, sur le fait de former et travailler dans le cadre des initiatives de développement local. Les écoles, au niveau de notre priorité, c'est d'abord
l'eau potable. Le numéro 2, l'éducation primaire. Numéro 3, soins de santé primaire. Numéro 4, la sécurité alimentaire. Ce sont en fait les opportunités, le reste pour le gouvernement. Et je dois vous rappeler, honorable, que vous faites partie des représentants de la population au niveau du Parlement. Le Parlement, c'est une institution responsable par rapport à la population. Rappelez-vous, nous ne sommes pas une organisation qui fait le travail caritative. Nous sommes une entreprise, nous devons utiliser les entrepreneurs professionnels. Si on n'utilise pas les professionnels, le barrage va s'affaisser et vous aurez une autre chose à dire. Nous sommes en train de compter sur le professionnalisme, l'efficacité, les coûts, mais également la sécurité pour ceux qui sont dans le travail de construction. En fait, c'est notre priorité. Et ensuite, nous allons voir comment appuyer d'autres sous-traitants. Et je sais que il y a personne au Congo qui a fait ce que nous avions pu faire en élevant les niveaux de nos entrepreneurs congolais. Et nous pensons que dans l'avenir, nous allons créer beaucoup d'autres investisseurs parce que lorsque vous venez à Kibali et vous venez même du côté de l'enseignement, parce que si vous voulez prendre votre retraite de la politique, nous allons vous enseigner comment devenir un homme d'affaires. Et nous avons des écoles pour enseigner des gens, pour devenir des hommes d'affaires. Nous les enseignons comment créer une entreprise, comment développer leur avenir et les gens continuent à venir. Et vous pouvez venir mesurer ce que nous sommes en train de faire ou vérifier sur place. Merci pour vos commentaires. Et je pense, nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec vous et d'autres députés parce que vous nous poussez toujours à réaliser des progrès et je pense, vous êtes convaincus que nous le faisons, mais s'il y a des problèmes, nous sommes disponibles à continuer à travailler avec vous pour réaliser ce progrès. L'émergence de la classe moyenne en RDC, c'est pas un rêve. Et aussi avec Kibali, les sous-traitants qui sont le plus influents, qui sont le plus actifs, il y a des Congolais, et pas n'importe lequel. Là, nous avons le directeur général d'une grande entreprise, c'est l'Inter-Oriental Bulder, IOB, avec Feni Matindo. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Voilà, nous vous retrouvons parce que vous êtes l'un des sous-traitants le plus important. D'ailleurs, Bristo vous a cité nommément dans cette émission. On parle de vous. Vous êtes en train de mener des projets très importants dans la construction des routes, dans la déviation même des rivières et même dans la construction des maisons. Mais au fait, IOB, est-ce qu'on peut en savoir quelque chose? Oui, merci Marcel pour cette question. Je crois que nous avons commencé avec Kibali tout au début. Au début, on ne pensait pas que ça sera comme celle d'aujourd'hui, mais nous sommes très fiers avec l'orientation toujours de Randhold à travers Marc Briston, Kibali, qui nous a suffisamment édifiés que depuis 2012, si je vois très bien jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de grandir et donc il est fier de ça. C'est ça aussi notre fierté. Tout ce qu'il dit, j'ai toujours dit que les gens, ils passent peut-être que ce ne sont pas des vérités, mais je voulais confirmer une fois de plus, ce sont des vérités. Vous-même, vous avez fait autant de voyages sur site, et donc, comme vous le voyez, c'est une vérité, ce n'est pas quelque chose inventé. Voilà, IOB, c'est une entreprise qui détient un char automobile de plus de 100 véhicules de toutes sortes. Et ça, c'est vraiment pas n'importe qui. Et aujourd'hui, les jeunes Congolais qui vous suivent, les entrepreneurs qui veulent aussi se lancer dans cette carrière, quel conseil pouvez-vous leur donner? Le conseil est simple, c'est que M. Marc Briston, il est en train de dire, si vous savez là où vous partez, vous avez votre destination, c'est facile de devenir tel que vous voulez. Si vous ne connaissez pas la route que vous prenez, n'importe quelle route peut vous prendre, vous ne pouvez rien faire. C'est la détermination, c'est l'engagement. Il faut avoir une vision, un objectif que je vais devenir demain tel, avec surtout l'appui de Dieu et le Seigneur. Ça vous sera facile. Merci beaucoup. C'est M. Feni qui est le DG de Inter-Oriental Bulder, n'est-ce pas? Merci.
et aussi que le dernier trimestre que nous venons d'entamer, il nous a remis en selle. Et d'ici la fin de l'année, lorsque nous allons nous retrouver l'année prochaine pour la conférence, la première de 2017, nous pensons et nous sommes suffisamment confiants que nous allons vous informer avoir atteint nos prévisions annuelles pour 2016. Nous le rappelons, c'est 600 000 onces d'or, un peu moins que 20 tonnes pour la conversion. Donc nous sommes suffisamment confiants que nous avons tous les paramètres de production sous contrôle et que nous allons tenir ce défi. Tout est bien qui finit bien. Mesdames, Messieurs, si vous avez suivi cette émission, nous retenons que l'entreprise Kibali est déterminée. Quelles que soient les circonstances et les situations en face desquelles elle va se trouver, Kibali va produire 600 000 onces d'or cette année. Bristol l'a confirmé et il reste très déterminé. Nous vous remercions, mesdames, messieurs, d'avoir partagé avec nous cette émission. Nous fixons un rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.